Je m'appelle Martin Aylward, je suis britannique d'origine et ça fait 25 ans maintenant que j'habite en France et je suis l'auteur du livre « Ne te quitte pas ». J'ai appelé le livre « Ne te quitte pas » parce que c'est une tendance tellement primordiale, cette tendance de se perdre dans des abstractions, dans les drames, dans les détails, dans des histoires qu'on se raconte sur comment on est, sur comment est le monde, sur comment sont les autres, sur qu'est-ce que les autres pensent de moi, etc. Donc, cette abstraction crée tout un monde mental qui est ainsi, on vit dans nos interprétations, dans nos abstractions, dans nos réactions, au lieu de vivre dans une expérience incarnée, dans l'intimité de l'expérience directe. Donc, cette injonction de ne pas se quitter, cette injonction de rester là où on est, de revenir à l'expérience directe, d'apprendre à s'incarner là dans la vie telle qu'elle se déroule moment par moment. C'est un peu le fil conducteur du livre, surtout avec cet accent sur l'expérience viscérale, l'expérience physique, corporelle, et cette capacité de justement d'ancrer notre attention là au milieu de la vie qu'on vit moment par moment. Moi, je me suis intéressé à la méditation. En fait, en adolescence, moi, j'étais à 17-18 ans, j'étais tellement émerveillé par le fait d'être vivant, d'être conscient, d'avoir un cerveau qui fonctionnait et sans aucune idée de comment comprendre ça. Il n'y avait aucune réponse autour de moi, ni dans la famille, ni à l'école, etc. Et donc j'avais cette impression que l'Inde, enfin, j'avais entendu parler de l'Inde comme un pays mystique, etc. Et donc, étant tellement passionné par ce questionnement intérieur, je suis parti en Inde comme ça, à 19 ans, avec un billet aller simple, avec aucune idée de retour, aucune idée de ce que j'allais faire une fois que j'atterrissais sur place, mais avec cet esprit de recherche, de questionnement, de découverte. J'avais déjà commencé de lire un peu dans le bouddhisme et l'hindouisme et la méditation avant d'y aller. Mais bon, c'était les années 80, c'était difficile de trouver dans la librairie du petit village où j'ai grandi, c'était difficile de trouver des bouquins. Et donc, une fois sur place, en fait, la méditation se passe sur chaque coin de chaque rue, presque en Inde. Enfin, il y a des gourous, mieux bon ou pas, un peu partout. Donc, j'avais expérimenté de différentes façons dans des temples, dans les ashrams, etc. Et sans vraiment accrocher. Et puis, je suis allé dans l'Himalaya, là où habite le Dalai Lama et les Tibétains en exil, avec cette envie de découvrir un peu la méditation dans un contexte bouddhiste. Et là, j'ai suivi une stage de 2 semaines. Et dès le premier jour, dès la première méditation, dès les premières minutes, des premiers enseignements que j'entendais, c'était comme trouver de l'eau dans le désert. C'était tellement, moi qui m'ai questionné pendant tout ce temps sur c'est quoi la nature de la conscience, là, il y a toute une technologie, la méditation, pour aborder la conscience, explorer la conscience, comprendre la conscience. Il y a tout ce corps d'enseignements qui ont déligné les subtilités de la conscience, le fonctionnement de la conscience. Et le fait que ces choses ont été créées et élaborées il y a 2500 ans, 2000 ans, et que ça parle de l'esprit exactement de la même manière que moi j'expérimente mon fonctionnement mental, ça, c'était très très fort pour moi, très puissant. Et donc, c'était tout de suite clair et certain.
C'est ça que je vais faire. Je vais me dédier ma vie à ça. J'ai pas vu une meilleure chose à faire à part d'être rencontrer, explorer, comprendre, libérer cette conscience qui anime ma vie. Depuis quelques années maintenant, la méditation est beaucoup promue dans toutes sortes de contextes, dans l'éducation, dans la santé, etc. Et grâce à la pratique laïque, justement, de mindfulness, on voit beaucoup d'intérêt apporté à la méditation, ce qui est génial. Mais en même temps, dans un contexte bouddhiste, cette pratique consiste de beaucoup plus que seulement la méditation formelle. Donc, la richesse de ce contexte est d'avoir un champ de pratique, en fait, qu'on peut appliquer à toute la vie. Donc, on peut parler de bouddhisme et on imagine une religion, un système de croyances, de rituels, etc. Mais en fait, le mot bouddha veut dire éveil. Donc, bouddhisme, ça veut dire éveillisme. Et si on parle de ramener la pratique à ses racines bouddhistes, c'est justement de mettre la pratique de la méditation dans un contexte éveilliste, dans cette capacité de vraiment radicalement comprendre ce que c'est être vivant, être humain, de libérer cette vie humaine d'une façon, en fait, des façons inimaginables. Parce qu'on ne peut pas concevoir de comment notre expérience peut s'ouvrir, peut se transformer. Mais c'est dans cette vision de liberté, d'éveil et d'une vie radicalement transformée. Pas seulement un peu apaisée, un peu... Donc cette pratique essentiellement n'est pas la gestion de stress, n'est pas vivre un peu mieux dans sa peau. Ça, c'est des très bonnes choses, mais c'est des effets secondaires. Hein. La vision éveilliste, si on peut dire, est une vision qui va beaucoup au-delà d'une amélioration de la vie de tous les jours. J'ai écrit le livre dans cette optique de ne pas en faire de la pratique quelque chose d'exotique, quelque chose de lointain, quelque chose qui se passe dans l'Himalaya, justement, mais parce que finalement, ce n'est ni une pratique asiatique ou exotique, monastique, c'est un travail sur le fait d'être humain. C'est une recherche et un entraînement et une libération de l'expérience humaine. Donc ça, c'est tout à fait portable ou intégrable dans n'importe quel contexte, n'importe quelle vie. Culturellement, nous avons tendance de mettre de côté la seule vérité de nos vies, c'est qu'ils vont se terminer, que la mort est la seule certitude qui nous attend. Donc, les deux façons qu'on ignore la mort la plupart du temps, c'est soit par le déni, on se détourne tout simplement, on ne veut pas en savoir, ou quand on y pense, on se sent facilement accablé, submergé par anxiété ou peur ou autre. Et ce n'est pas seulement une question individuelle, c'est aussi une question collective. On voit exactement la même chose par rapport à la menace de la mort collective qui est la situation écologique. Soit on est dans le déni, hein, bon, c'est très loin ça, ou ça va se passer aux autres, hein, ou bon, on va trouver des solutions, hein, déni, ou soit on commence à lire vraiment les derniers rapports scientifiques, on voit comment la température est déjà en train de hausser, comment on perd déjà 200 espèces par jour, et on est accablé par ce qui nous semble trop. Donc, la pratique par rapport pour la mort, ce qui est appelé dans la tradition bouddhiste Maranasati, la contemplation de sa mortalité, c'est une façon de regarder la vie
et la mort telle qu'elle est, droit dans les yeux. C'est une façon à la fois de contempler la fragilité de cette vie et de tout. Et et le fait de voir comment tout est fragile, c'est en même temps une façon de voir comment tout est précieux. De s'éveiller à la nature précieuse de tout être, de toute chose, de tout instant. Façon de se rendre intime avec ce qui est tant que c'est. Donc, loin d'être quelque chose de morbide ou quelque chose qui fait peur, de faire des liens d'amitié avec la mort, c'est une façon aussi être plus à l'aise et plus en lien confortable et aisé avec la vie de chaque instant, cette vie fugace, cette vie brève, cette vie fragile, cette vie tellement précieuse.